Olivier Feschroll, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié aux auditeurs de chaqueclient.tv de venir nous parler d'une entreprise qu'on connaît de plus en plus, j'allais dire qu'on connaît tous, mais c'est pas certain, qui est Viadeo. Vous en êtes le directeur général en charge des opérations Europe. Ça se dit Chief Marketing and Operations Europe. Exactement. Et c'est très beau. Alors d'abord, pour commencer, avant de parler de Viadeo, on va parler peut-être de vous. Comment est-ce que vous êtes devenu ce que je viens de dire, qui était un peu compliqué? Ce nom bizarre. Alors j'ai rejoint Viadeo depuis 3 ans. C'est une société qui a été fondée par 2 Français, Dan Serfati et Thierry Lunati, qui sont toujours opérationnels, je vous recommande. Moi précédemment, comment je suis arrivé à ce poste, je peux vous refaire toute ma carrière, parce que ça date un peu, mais on va dire que je viens d'une grosse expérience. J'ai passé 7 ans en fait dans un site internet qui s'appelait queljob.com, donc un site de recherche d'emploi qui existe toujours, depuis la création avec un cofondateur de l'époque, jusqu'à une belle histoire, j'ai envie de dire, puisqu'on a démarré avec presque l'idée sur un PowerPoint, j'ai envie de dire, et on est allé jusqu'à l'introduction en bourse et le rachat de cette société par Le Figaro après différentes fusions. Donc voilà, c'était plutôt sympathique. En combien de temps ça s'est fait, ça? En 7 ans. 7 ans, c'est un beau parcours. Hein. Donc avec un groupe qui aujourd'hui, une société qui est cotée pour encore quelques jours, puis pas très longtemps, qui appartient au Figaro et qui regroupe, qui est le leader de la petite annonce dans le domaine B2B professionnel, donc sur des secteurs que sont l'emploi, la formation et l'immobilier. Voilà, donc une belle histoire dans laquelle j'ai fait beaucoup évidemment d'internet, beaucoup de B2B, et ce qui m'a permis de me retrouver chez Viadeo avec ce double sujet B2B internet et en plus avec un sujet de transformation B2C qu'on aura l'occasion, je pense, d'évoquer. Oui. Donc vous êtes arrivé il y a 3 ans chez Viadeo. Alors Viadeo, vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est comme entreprise? C'est 2 personnes et un stagiaire, ou c'est plus que ça? Un petit peu plus. Alors, ça a commencé, je pense, par 2 personnes et un stagiaire, les 2 fondateurs, il y a 6 ans. Viadeo, une société qui c'est que 6 ans, d'accord. Très jeune. 2004. Et puis qui est basé sur ce principe qui est réseau social professionnel. Donc réseau social, il fut un temps où il fallait définir ce terme. Aujourd'hui, il y a même un film qui s'appelle The Social Network. Facebook qui est l'emblème de ce qu'est un réseau social. Donc ça nous a simplifié la présentation, l'explication de Viadeo. C'est que finalement on est sur le modèle de Facebook, mais on va voir qu'on est très différent de Facebook, mais on est un réseau social. Donc on facilite la gestion d'un groupe de personnes et on raffine, on diffuse de l'information qui permet à celui qui l'utilise d'être plus efficace dans sa pratique. Donc, avec une grosse différence par rapport à Facebook, c'est qu'on est exclusivement professionnel. Donc qui dit professionnel dit l'ensemble des sujets qui intéressent un professionnel depuis la sortie des études jusqu'à la retraite, qui regroupe du coup plein de sujets. Vous avez été créé sur le modèle de LinkedIn, ou est-ce que vous êtes né en même temps, et qui a copié qui? Alors, souvent les bonnes idées, elles émergent un peu partout sur la planète au même moment, et c'est vrai que lorsque Dan et Thierry ont créé Viadeo, LinkedIn était dans les phases de création, et c'est vrai que ça s'est fait, quasiment simultanément, et quelque part c'est bien aussi, ça veut dire que ça légitime le fait que quand on a une idée, si plusieurs personnes se lancent, ça veut dire qu'on pense qu'il y a un marché. Après, on peut répondre à ça. Le point aujourd'hui, on a une stratégie qui est assez différente de celle de notre concurrent américain, puisqu'on a attaqué, nous, une stratégie multilocale. Donc on est français à la base, je vais juste terminer, mais on s'est assez vite internationalisé sur des zones que sont l'Europe et les pays émergents. Donc, on est plus connu en France puisque c'est notre pays d'origine, mais aujourd'hui on a plus de membres à l'extérieur de la France que sur la France. Donc pour terminer, Viadeo, 30 millions de membres, donc c'est un peu plus que 2 personnes et un stagiaire, parce qu'aujourd'hui c'est près de 250 personnes. 250 personnes, oui. Donc ce réseau social professionnel, et on a 3 grands usages, si on regarde ce que font nos membres sur le réseau. Ils vont faire d'une part de la gestion de contacts améliorée, c'est plutôt que de garder des cartes de visite qui dorment dans un tiroir, ils vont recréer des liens entre 2 personnes sur Internet. Encore une fois, je reprends l'analogie Facebook pour accélérer, mais c'est la même chose qu'être ami, sauf qu'on ne va pas être ami, puisqu'on est dans un domaine pro, on va être contact, et du coup on va savoir ce que fait ces contacts,
On va garder le lien et on va pouvoir utiliser le réseau de ces contacts pour trouver d'autres personnes. Deuxième usage, c'est un usage de développement de son business, donc trouver des clients, trouver des partenaires, trouver des fournisseurs, trouver des associés, trouver des distributeurs, trouver des personnes qui vont vous aider à être meilleurs dans votre business. Et puis troisième usage, c'est le volet gestion de carrière. On sait qu'aujourd'hui, on va faire plusieurs entreprises dans sa vie, et peut-être même plusieurs métiers. On est de plus en plus dans une guerre des talents. On a intérêt donc à valoriser son actif personnel, son personal branding pour prendre le terme à la mode, et à le mettre en valeur pour que on vous trouve, pour que un certain nombre de personnes, que ce soit un chasseur de tête ou que ce soit votre futur manager, ou que ce soit des personnes de votre entourage, vous voient sous un jour professionnel, vous voient sous un jour valorisant, et envie de creuser avec vous pour un jour qui sait peut-être vous proposer un job. Alors c'est un petit peu, justement, en fait, ça fait réponse quasiment à ce qui est souvent reproché à Facebook, c'est de dire oh là là, si les recruteurs vont voir comment on est dans la vie privée, etc. Est-ce que vous, en regardant cette question, est-ce que oui, c'est embêtant qu'un recruteur puisse voir la vie privée des gens? Oui, c'est embêtant parce que je pense que la grosse confusion qu'il y a eu sur Facebook, c'est qu'on a longtemps cru que c'était un espace privé, or c'est un espace public. Et il y a quelques sujets qui sont plus de la nature du fait divers qui sortent en ce moment, mais qui sont un bon témoin, un bon indicateur de cette confusion. On croit être entre amis, mais finalement tout est publié sur Internet. On peut régler les paramétrages, mais c'est compliqué, les gens le font. Et du coup, là, il y a un vrai... Les gens le font de plus en plus quand même, parce que quand on voit les amis américains, ils ont des profils excessivement fermés, on voit plutôt que pratiquement que leur nom et leur prénom, et puis c'est tout. Oui, à la limite, tant mieux, mais on est peut-être dans cette phase un peu intermédiaire où on n'a pas encore fermé, et du coup, il y a des choses qu'on pense dire à un groupe de personnes chez soi, un groupe vraiment privé, peut sortir. Oui, c'est vrai que mais en même temps, est-ce que c'est pas antinomique de parler d'être sur des réseaux sociaux et de vouloir protéger son image, tout fermer, bien sûr, le sens du réseau. À ce moment-là, on ne se fait pas sur le réseau et puis on reste scotché chez soi. Exactement, mais c'est pour ça que c'est important de séparer deux facettes de la personnalité. C'est vraiment notre conviction. Facebook est un super site, je suis personnellement un gros utilisateur, j'adore, mais c'est une facette de ma personnalité. C'est pas celle que j'ai envie de montrer aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet sérieux, je suis en costume et une chemise, j'ai pas envie que vous voyiez des photos de ma dernière soirée avec mes amis. Peut-être que ça viendra après d'ailleurs, parce qu'on va sympathiser, on va établir une relation et qu'après mais c'est pas là aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai envie que vous voyez. Viadeo, c'est ça. Viadeo va montrer ce qu'on a envie de voir dans un cadre professionnel. Mais si dans un deuxième temps on a envie de le voir, on sera obligé de basculer, de changer de réseau. Ça va être plus compliqué. On va changer, mais il se trouve que ça va être une deuxième facette de votre personnalité. Je peux vous retourner le point. Aujourd'hui, je ne connais de vous que ce que je vois. Vous êtes en costume, je vous vois dans le cadre d'une entreprise. Vous êtes peut-être un passionné de golf, de curling, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, Viadeo, c'est vraiment ça, c'est le domaine professionnel. Et du coup, on va évidemment être ouvert aussi, on va chercher, comme tout réseau social, à créer du lien, à créer des échanges, à créer de la découverte, mais juste sur un cadre professionnel. C'est intéressant, parce que c'est un vrai débat, et moi je suis fanatique de Facebook. Et pour moi, je pense que comme c'est un espace que je ne prends pas pour un espace strictement privé, je pense que c'est important pour moi, c'est comme une transposition de la vraie vie dans le virtuel avec ses effets de démultiplication. Alors je dirais, il y a un mot que j'aime pas, c'est le mot virtuel. Je pense qu'il y a une grosse confusion entre virtuel et dématérialisé. On n'est pas virtuel. Nos réseaux sont des réseaux qui sont réels, puisqu'il y a des vraies personnes derrière. La plupart du temps, ils se connaissent, ils se voient, ils se parlent dans la vie réelle. Simplement, on est dématérialisé. Vous avez raison. Quand on dit virtuel, quelque part, on a tendance ça n'existait pas. Voilà, on a tendance à l'imagination. On a pu avoir des expériences, Second Life, c'était justement du virtuel. On avait un avatar, on n'était pas soi-même, et on faisait des choses dans une espèce de monde parallèle. Là, c'est vraiment différent. C'est pour ça que je me permets de réagir. Je pense que c'est important que les auditeurs, les téléspectateurs, les téléspectateurs qui comprennent. Pour moi, c'est une vraie conviction. On est là pour venir optimiser la vie réelle. On est là pour lui donner de la scalability, comme disent les Américains, et de la rapidité, mais on ne vient pas recréer un monde, on ne vient pas recréer de la relation. On optimise, on met cette énergie magnifique qu'est Internet qui nous permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, de manquer moins d'informations. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que est-ce qu'au contraire, on ne laisse pas échapper une chance en segmentant sa personnalité en disant alors que dans la vraie vie, vous sortez dans la rue, vous pouvez croiser un client comme un ami d'enfance.
Bien sûr. Et vous n'allez pas forcément choisir, ça va se passer comme ça. Et en fait, les deux peuvent se révéler des bonnes opportunités. Et vous n'allez pas rentrer dans un coin d'immeuble pour vous changer en fonction de la personne que vous allez rencontrer. Ouais. Donc, si on est vraiment qu'on est dématérialisé, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il faudrait établir ce distinguo qu'on n'établit pas forcément et qu'on ne peut pas toujours établir dans la vraie vie? Ouais, je pense de répondre d'une part l'historique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est sur Facebook est, par défaut, encore une fois, il y a des paramétrages, mais je pense qu'on ne va pas noyer tout le monde avec des sujets trop techniques, mais c'est par défaut gardé très longtemps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant en école de commerce, vous participez à la soirée de fin d'année travesti en je ne sais quoi, ça vous fait rire et vous dites que très bien, quid dans 20 ans? Quid dans 30 ans? Souvenez-vous de cette photo de Jean-Pierre Raffarin qu'on voit chanter Johnny Hallyday à la sortie de Sud-Deco. Est-ce que c'est pas l'image la plus sympathique de Jean-Pierre Raffarin? C'est un autre sujet, c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de choses, ça ne ressortait que quand vous étiez une personnalité emblématique, connue, et que du coup, on allait chercher pour vous trouver une photo un peu décalée. Oui. Le problème, c'est que avec le temps, ça va rester, et que du coup, on pourra vous reprocher ce binge drinking que vous avez fait à 20 ans, au moment où vous allez postuler à des responsabilités importantes. Donc, moi, je fais partie de ceux qui ne reprochent rien, on est comme on est. Et alors, d'une part, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont toutes les peines du monde à laisser la moindre trace sur cette terre, et que c'est une illusion de penser qu'on va garder éternellement des images de soi-même au-delà de sa mort ou de toute sa carrière. Je pense que de toute façon, la meilleure garantie d'anonymat, ce sont justement ces réseaux qui résonnent en millions de personnes, toutes aussi anonymes qu'elles n'ont jamais été. Oui, sauf qu'avec Google, on vous trouve très facilement. On vous trouve si on vous cherche. Si on vous cherche. Oui, mais ça veut dire que, vous voyez, c'est là où je suis d'accord qu'on ne peut pas effectivement se cacher parce qu'on voit quelqu'un dans lequel on n'a pas dans le mood, mais la différence, c'est comment ça se c'est le deuxième point, ça existait de manière comme ça, un peu informelle, très rare, et ah bah oui, effectivement, on sort de boîte de nuit, on est entre copains, et paf, on tombe sur son patron qui, justement, sort du restaurant d'à côté. Et, bon, ok, c'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin de l'histoire. Et puis même le patron lui-même, il sait ce que c'est qu'une boîte de nuit. Et a priori, il doit être assez intelligent pour comprendre que. Et puis qu'un jeune qui va pas en boîte de nuit, c'est pas lequel des deux est le plus normal. Je suis complètement d'accord. La différence, c'est que là, c'est la deuxième différence, c'est que ça peut être systématisé. C'est-à-dire qu'on peut faire tourner des alertes, des moteurs de recherche qui vont agréger toute cette information. Et à tel point que quand on a connaissance d'une information, c'est compliqué de faire comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est en train de parler de choses assez sympathiques, mais quand on accède au sujet du sexisme, de la discrimination, d'un certain nombre de choses, c'est aujourd'hui un vrai sujet, à tel point qu'il y a une charte qui a été signée par des recruteurs, portée par une association qui s'appelle La Compétence Égale, qui est justement sur ces sujets de discrimination, pour dire attention, les données personnelles ne doivent pas entrer en ligne de compte dans un recrutement. Vous êtes là pour recruter une personne et des savoir-faire. Ouais, je pense qu'il y a en la matière une énorme, une considérable, une insondable hypocrisie. Et je pense que tout ça, c'est... on ne l'évitera pas forcément si ça doit arriver. Je pense que le fait de... En plus, à force de ne pas pouvoir compter les minorités, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de statistiques, qu'on ne peut plus rien identifier, qu'on ne peut plus mesurer les phénomènes, qu'on ne peut plus les traiter, les prendre en considération. Ça a des effets néfastes, cette espèce de langue de bois et de tabou. Moi, je pense qu'il vaut mieux appeler les choses par leur nom, dire qu'un jeune qui va en boîte de nuit, bah écoutez, si vous voulez quelqu'un qui ne serait pas sur Facebook, qui n'irait pas en boîte de nuit, il faut se poser des autres questions. Moi, ça m'ennuierait de le recruter pratiquement. C'est plutôt l'inverse. Je me dirais, tiens, qu'est-ce qu'il a à cacher ou qu'est-ce qu'il a d'anormal? Alors, je ne dis pas que tout est à voir, tout est à montrer, mais de la même manière qu'on s'habille pour sortir dans la rue, on fait un peu. Mais il y a une éducation qui va se faire. Et on va aller sur les réseaux sociaux avec des précautions. Bien sûr, mais encore une fois, pour moi, c'est. Je suis assez d'accord avec les choses. Je ne suis pas complètement d'accord avec l'hypocrisie, parce que je pense qu'il y a c'est un vrai sujet, en tout cas en France, le fait de se dire la diversité, même si je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années, c'est quand même une démarche qu'il faut soutenir. C'est une démarche qui n'est pas encore aussi naturelle que ça. Donc je suis pas complètement d'accord. Ouais, après, l'autre point, je pense que tout ça est quand même très nouveau. On est globalement qu'au tout début de l'histoire. 6 ans, Facebook, 7 ans.
tout ça est très... Compte tenu de la croissance en plus énorme qu'ont connu ces sites, voilà, Viadeo est passé de 0 à 30 en très peu de temps, les usages sont aussi encore un peu tâtonnants, ils sont en train de se positionner. Ma conviction, c'est qu'en tout cas, il y a vraiment la notion de facette, je suis vraiment convaincu de ça, elle correspond bien au fait qu'on a une personnalité multiple. Il y a aussi des intérêts, on pourrait prendre d'autres facettes, hein. Il y a la passion, il y a des besoins d'avoir des réseaux encore plus fermés, et d'ailleurs il y a des sites qui existent, hein. Je pourrais citer un site comme Hellotypic, que vous connaissez peut-être, qui est là pour le coup, le réseau où tout est fermé par défaut, réseau social pour une famille où on va justement partager des photos de famille dans lequel on aura la garantie qu'il n'y aura ni plus ni utilisation des données personnelles et que c'est invisible de l'extérieur si vous ne faites pas partie de la famille. Donc on voit bien que tout ça correspond à différentes attentes, différents usages de la pratique de ce qu'est le social network au sens large. Il faut que ça se cale. Aujourd'hui, je trouve que la répartition de dire j'ai plutôt une facette personnelle, plutôt une facette professionnelle, elle marche plutôt bien. Après, on va trouver des professions dans lesquelles il y a beaucoup de superposition entre le perso et le pro. On va trouver des professions dans lesquelles il y a ces deux sphères complètement différentes. On ne va surtout pas vouloir mélanger. Puis on va trouver des gens dans lesquels, effectivement, c'est pas interdit d'être en relation avec Facebook, avec certains de ses collègues, voire avec son patron. Il faut juste savoir que ça a des conséquences. C'est pas une décision anodine. Mais rien n'est anodin. Je pense que tout mérite réflexion dès lors qu'il s'agit de son personal branding, comme on dit. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une vraie réflexion à conduire sur cette séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Quand on pense au télétravail, par exemple, on a déjà forcément conduit une réflexion sur la zone de séparation entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Si on a son bureau chez soi et que les enfants peuvent rentrer, etc., ça veut dire que là, on est en train de faire bouger les frontières. De la même manière, quand on est en train de parler d'espace de coworking, quand on est en train de parler de travail collaboratif, parce que ces réseaux vont aussi servir non pas uniquement aux phases préliminaires de rentrer en contact, mais vont servir bien sûr à du travail ultérieur. On parle beaucoup maintenant de clusters, c'est-à-dire au sein des entreprises ou entre les auto-entrepreneurs, des collaborations plus ou moins long terme qui vont même permettre de développer des activités. Donc on voit bien que ça va devenir de l'équilibrisme de faire cette séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, parce qu'on va être toujours entre les deux. Non, après, je pense que ce qui est important, et c'est le chemin vers lequel on va, à mon sens, c'est qu'il y ait de l'interopérabilité entre ces différents réseaux. C'est-à-dire que j'ai différentes facettes, mais je suis une seule personne. Donc il faut que je puisse gérer des informations sur les uns et sur les autres. Et c'est le sens que prend le web en général, hein, on appelle les fameuses API, les plateformes ouvertes, la possibilité, je vais vous donner un exemple qui est le plus connu, hein, c'est des jeux sur la plateforme Facebook. C'est devenu une société énorme qui ont proposé d'embarquer le jeu sur Facebook. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'API, le fait d'ouvrir sa plateforme, ça redonne en plus de l'intérêt à l'usage du site. Donc l'interopérabilité des données qu'on commence à voir arriver va être, à mon sens, une réponse à ce point où effectivement on ne va pas se retrouver écartelé entre deux réseaux qui ont des finalités différentes. Mais si on reprend l'image c'est très bien d'inviter son patron à dîner chez soi. À partir du moment où c'est une fois, est-ce que vous voulez que votre patron ait un œil sur tout ce que vous faites, tout ce que vous partagez, tous les commentaires sur Facebook? C'est là où... Après, pourquoi pas? Encore une fois, il y a des métiers où ça a du sens. L'intérêt, c'est d'être capable de comprendre rapidement et de s'éduquer. Je pense que les jeunes générations comprennent absolument instantanément la plupart de ces facteurs. Et on règle son profil pour que justement son patron puisse savoir qu'on s'appelle comme ça et qu'on a bien dit qu'on travaille pour telle entreprise, etc. Puis pour tout le reste, ce sera pour l'autre fois, quoi. Mais revenons peut-être à Viadeo en tant qu'entreprise. Donc, c'est pas toutes les entreprises qui, après 6 ans d'existence, ont 30 millions de clients et 250 collaborateurs. Alors, 250 collaborateurs, ça arrive. 30 millions de clients, c'est plutôt plus rare. Alors,
Est-ce que vos clients, ce sont des vrais clients, en quelque sorte? Est-ce qu'ils vous occupent autant qu'un client d'EDF occupe EDF ou de France Télécom occupe France Télécom? Ou est-ce que c'est plus léger à gérer, ce qui permet justement d'avoir une croissance en nombre qui est assez spectaculaire? Oui, c'est tous des vrais clients, des vraies personnes, ça c'est sûr. Oui. Après, on a un avantage par rapport à EDF et France Télécom, c'est qu'on a ce fameux modèle freemium, c'est-à-dire que l'inscription chez nous est gratuite. Oui. Donc on a des clients qu'on arrive à recruter plus facilement puisque le service est un service proposé gratuitement. Après, il se trouve qu'on a une offre payante, mais ça ne concerne pas les 30 millions de membres. Oui. En tout cas, les 30 millions, ils se sont inscrits avec ce modèle gratuit, avec un modèle d'inscription assez facile, on est pur online, on peut le faire de n'importe où 24h24, c'est quelques champs à remplir. Et derrière, tout notre métier, ça va être de proposer de l'information utile à cette personne en fonction de ce qu'il nous donne, en fonction des intérêts qu'il nous déclare, des personnes qu'il connaît, avec lesquelles il va établir des relations, et on va essayer de lui personnaliser le plus possible l'information qu'on lui envoie pour lui mettre en valeur, lui faire apparaître la valeur de son réseau, les informations importantes, intéressantes pour qu'il puisse rebondir. Mais ça ne nous fait pas vivre, puisque je parle de gratuit. Donc on a une deuxième catégorie de clients, qui sont les clients qui ont passé le cap de cet abonnement payant, l'abonnement premium, et qui eux deviennent du client, au sens où il y a une relation commerciale entre nous, et ceux-là, effectivement, ils sont plus difficiles à avoir que les 30 millions de membres gratuits qu'on arrive. Alors ces membres gratuits, vous les considérez quand même comme des clients, parce que au sens d'une relation de client, il paraît qu'il faut que le client paye. S'il ne paye pas, c'est pas un client, d'après la définition. Chez nous, il est quand même client. Pourquoi? Parce que quelque part, j'arrive à gagner de l'argent. Voilà. Comment j'arrive à gagner de l'argent? D'une part, par la publicité. Alors, on a la chance, je dis que c'est la chance, mais de ne pas être 100% publicité. Parce que je pense que quand on est 100% publicité, vu les prix de la publicité, soit on est très intrusif, soit on ne gagne pas beaucoup d'argent, soit on a une espèce de compromis entre les deux. On a la chance, n'en étant pas complètement dépendant, de pouvoir avoir une gestion de la pub assez raisonnable, c'est-à-dire un format par page maximum, et de le vendre assez cher parce qu'on est l'audience de professionnels qui a plutôt de l'argent et qui intéresse les annonceurs. Donc mais on n'est pas pieds et poings liés devant nos annonceurs, je pense que c'est une vraie force. Et puis on a aussi une autre source de revenus qui concerne le monde B2B en général, c'est que quand vous avez des professionnels, vous intéressez des instituts de sondage, vous intéressez des universités qui recrutent des cadres pour leur MBA, vous intéressez des professionnels du recrutement qui veulent trouver des talents. Donc même un membre gratuit, il peut être pour nous monétisé par ces autres revenus. Et troisième usage, c'est que même si lui ne paye pas, il connaît du monde, donc il peut être le facteur pour inviter d'autres personnes, pour ce qu'on appelle activer, réactiver ou rendre plus utile d'autres personnes. C'est-à-dire que même si vous ne payez pas, si les informations que vous distribuez dans le réseau aident à améliorer l'expérience utilisateur d'autres personnes avec qui vous êtes en contact ou avec qui vous envoyez des messages, on est gagnant dans l'opération. Donc oui, pour nous, les 30 millions sont vraiment des clients, même si on n'a pas tous une relation payante avec eux. Oui, alors c'est vrai que cet univers, est-ce que c'est assez curieux, parce que ces réseaux sociaux, c'est vraiment le dernier phénomène remarquable de notre société, où on a dématérialisé quelque chose qui n'était déjà pas très matériel, qui était de la relation, mais en même temps on a réussi à dématérialiser du dématérialisé en quelque sorte. C'est immatériel, et comment est-ce que vous analysez ce facteur, cette particularité de nos années 2010 et suivantes, par rapport à ce qui se passait avant? C'est quoi ce phénomène de réseau social professionnel? Alors, c'est une question difficile. Je vais vous donner ma modeste version. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'on va personnaliser toute l'expérience utilisateur. C'est-à-dire chacun des membres qui est inscrit sur Viadeo et qui se connecte sur Viadeo, il a une page qui est différente. C'est différente parce que d'une part, il y a la notion de graphe social. Il ne connaît pas forcément... Enfin, les personnes avec qui il est en contact ne sont pas les mêmes. Du coup, même si ce sont les mêmes personnes, il est plus proche de certains, plus éloigné d'autres, et tout ce qu'on va chercher à faire, c'est lui donner sur son tableau de bord de l'information qui lui parle et qui est centrée autour de son propre intérêt. Et finalement, j'ai envie de dire que du coup, on s'efface derrière l'information, et que notre métier est un vrai métier de plateforme, on doit être le moins visible possible. C'est-à-dire qu'on doit plutôt être là pour lui faire ressortir ce que dit son réseau, ce que pense son réseau, ce qu'attend de lui son réseau, quelles sont les opportunités,
Mais nous, on doit, par exemple, on ne poste quasiment aucun contenu. Tout le contenu est vraiment fait par nous. On interagit très peu entre nos membres, si ce n'est protéger nos membres du spam, protéger nos membres d'un certain nombre de dérives qui sont minimes. Parce que pour le coup, l'avantage d'être dans le domaine professionnel, ça calme tout de suite les éventuels problèmes. On en a quelques-uns, mais on doit vraiment avoir une intervention très discrète, très light. Une sorte de réseau. On peut construire son propre réseau à l'intérieur du réseau. Mais est-ce que c'est même pas le principe même, en disant, voilà, les gens viennent pour un réseau de 30 millions, mais en fait, ils ne s'intéressent pas aux 30 millions, ils s'intéressent à ce qui a du sens pour eux et ce qui crée de la valeur pour eux. Tout à fait. Donc ils vont démultiplier leur réseau par capillarité à partir de celui qui existe au départ, et aux échanges qu'il peut y avoir par les deuxième degré, troisième degré. En fait, on est amis ou en contact avec une première couronne, qui elle-même est en contact avec une deuxième couronne, qui vous donne accès théoriquement à cette deuxième couronne. Et avec quelque chose d'assez contre-intuitif, hein, c'est un effet exponentiel, ce qui fait qu'en fait on peut très vite toucher beaucoup de monde. Alors il ne s'agit pas de toucher beaucoup de monde, il s'agit surtout de dire que lorsque j'ai besoin d'une information sur un métier, une personne ou une société, dès que j'ai un réseau normal, j'ai envie de dire, 20, 40, 50 contacts, je vais tout de suite avoir une probabilité très forte de trouver quelqu'un qui connaît bien la problématique que je recherche. Et ça, c'est très précieux. Alors, rentrons dans le mécanisme, c'est-à-dire que j'ai un ami qui connaît, j'ai un contact qui connaît un interlocuteur auquel j'aimerais avoir accès, je vais lui demander de m'ouvrir cet accès. Voilà, comme dans la vraie vie. Fait, voilà, on est dans la vraie vie. C'est pas comme la vraie vie, c'est la vraie vie. La différence, c'est que on va me remonter. Le but de Viadeo, c'est de me faire remonter que oui, je connais quelqu'un qui connaît cette personne. Alors que franchement, la probabilité que je le connaisse, elle est très faible. Je vais pas appeler tous mes contacts. Je vais pas prendre. Moi personnellement, j'ai des boîtes à chaussures de cartes de visite. Alors après, il y a des gens plus ou moins proches, mais même si je trie parmi cette boîte à chaussures les gens très proches, je ne vais pas tous les appeler pour dire voilà, j'ai en ce moment une préoccupation sur la mise en place d'un outil de gestion. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu connais une solution? C'est impossible. Je vais simplement taper ma problématique et on va me faire émerger qu'effectivement, j'ai quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans que je connais très bien. Je ne savais pas qu'il vient de bouger et il est rentré dans une société qui m'intéresse. Une deuxième personne qui est un collègue de promotion que j'ai souvent au téléphone, mais je ne sais pas que lui-même, il est très très proche, voire ami d'enfance avec quelqu'un qui travaille dans une boîte qui m'intéresse. Voilà, après c'est la vie, c'est les hasards qui fait que sa concierge, son beau-frère, son ancien collègue connaissent des gens qui peuvent à un moment donné nous être utiles. Notre métier, c'est de le faire émerger. Alors il y a la problématique de la superficialité. C'est ce qu'on dit, ok, alors chez Facebook c'est encore pire parce que comme il parle du terme d'ami, on dit mais on ne peut pas être ami avec autant de gens, c'est impossible quand on a un ami ou 2 vrais amis, etc. Donc là je pense que c'est se tromper de débat, c'est pas le sujet. Mais est-ce que néanmoins on n'est pas en train de généraliser un mode relationnel beaucoup plus superficiel, à la mesure où en gros j'ai une capacité. J'ai une capacité de relation, en quelque sorte, de temps disponible pour être en contact avec autrui qui est plus ou moins constant. Cette capacité-là, est-ce que je ne vais pas en gros faire que chaque contact, je vais avoir plus de contacts et donc avec chacun j'aurai moins l'intensité relationnelle va baisser en moyenne, quoi. Est-ce que ça, c'est pas un risque? C'est certainement un risque. Parce que c'est comme l'amour qu'on a pour ses enfants, en fait, ça se multiplie et ça se divise pas. Alors je pense que c'est une notion, c'est la différence entre il y a un cycle de temps et il nous faut 2 axes en fait. Finalement les réseaux sociaux, ça marche très bien pour une catégorie de personnes avec qui vous êtes en contact qui sont ni les très proches, parce que les très proches, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, votre collègue de travail qui est dans votre bureau, bon, votre bureau, si vous avez besoin de quelque chose à demander, c'est plus rapide de lui dire est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà mis en place un logiciel de CRM et dire oui ou non, et puis ça arrive. Les personnes très lointaines que vous avez vu une fois que vous connaissez très peu, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est pour toute cette couche intermédiaire de personnes avec qui vous êtes suffisamment proches, mais ce n'est pas des très très proches, mais pas non plus, c'est pas des inconnus. Bon, ces gens-là, dans les faits, ils sont assez difficiles à gérer sans Internet.
Je prends souvent l'exemple, moi j'adorais, parce que j'ai connu le monde avant Internet, le grand mystère de mes enfants, et à quoi pouvait servir un ordinateur avant Internet, c'était les cartes de vœux. Et les cartes de vœux, je trouve que c'était la bonne réponse à ce genre de personnes, ni trop proches, ni trop loin. Trop loin, on les a oubliés, c'est là où rentre la deuxième notion, c'est qu'à un moment, si vous êtes loin, si vous n'avez pas de contact avec ces personnes, ben vous êtes en contact, mais vous ne l'êtes plus dans les faits. Oui, c'est vrai. Voilà, le fil est cassé, les personnes ont changé, vous n'êtes pas parlé depuis trop longtemps, c'est fini. Ce sont des faux contacts. Si vous êtes proche, on vient d'en parler, voilà, toute cette tranche intermédiaire, les cartes de vœux, c'était le bon moment. Oh, on ne s'est pas vu cette année, il faut qu'on se voit, une petite pensée. Voilà, je garde le fil avec une personne parce que j'ai envie de le garder, parce qu'un jour j'ai envie de tirer le fil, et le fait d'avoir envoyé ma carte de vœux, ça me permettait de passer un coup de fil en novembre à une personne en disant écoute, l'année passe vite. Est-ce que justement c'est vraiment notre rôle. Notre rôle, c'est de garder ce lien entre ces personnes qui sont ni trop proches ni trop loin. Après, oui, le lien, ça va dépendre de ce que vous allez en faire. Il y a certains liens que vous allez activer, certains que vous n'activerez jamais, et qui, malgré ce lien qui a été plus pérenne, bah, les gens vont s'éloigner, et à un moment, le fil va se rompre comme sur une... Et pour le troisième cercle, en quelque sorte, celui qui est loin, ou qu'on connaît à peine, ou qui c'est un peu la personne qu'on a croisée une fois dans une soirée, etc. Néanmoins, les réseaux sociaux peuvent aussi jouer ce rôle d'identifier des gens qui partagent des centres d'intérêt, ce que je ne savais pas parce que je l'ai croisé dans une soirée 1 heure, on n'a pas parlé de ça, et pour autant j'ai identifié son nom, et je peux tout d'un coup, grâce à ces réseaux, savoir qu'il a le même métier, ou qu'il a les mêmes goûts, les mêmes pratiques sportives, ou qu'il est intéressé par les mêmes sujets, etc. Et après ça, quitte à ne pas l'activer immédiatement, rendre cette activation possible le moment venu. Quoi. Et deuxième avantage, je suis complètement, c'est de se dire, à un moment, le fait de connaître quelqu'un entre la personne cible et vous, c'est une information qui vaut de l'or, parce que même si vous ne la contactez pas, vous allez pouvoir appeler votre contact, et là pour le coup il s'agit de prendre son téléphone, il ne s'agit pas forcément de faire un message, ça peut se faire, le site le prévoit, mais je vais dire, voilà, en fait ce qui est le plus efficace, le plus simple. Donc ça peut être prendre son téléphone et lui dire, voilà, j'ai vu que tu connaissais un tel, je t'explique ma problématique, est-ce que c'est le bon contact, qu'est-ce qu'il fait exactement, et voir est-ce que je peux l'appeler de ta part. Et on sait que quand on arrive à décrocher, est-ce que je peux l'appeler de ta part, oui, et que la personne va recevoir un petit mail en disant tiens, je me permets de te donner des coordonnées à un tel, il va t'appeler, je pense que c'est vraiment le coup que tu reçois parce que son offre est intéressante, etc. Ça aussi, c'est pas du avatar, c'est de la vraie vie, vous avez ça tous les jours. Voilà, moi le dernier exemple j'étais, c'est quelqu'un qui a créé sa société sur un CDN, donc des systèmes de cache de pages web pour les fournisseurs internet. Je l'ai rencontré dans un dîner entre amis, il a utilisé le fait que j'étais dans son réseau de contact pour avoir accès à notre DSI. J'ai fait un petit mail à notre DSI en disant écoute, est-ce que tu peux le recevoir, j'ai vu sa solution, ça a l'air bien. C'est un rendez-vous qui valait de l'or. Après, ici, il n'est pas bon, il ne signe pas. Encore une fois, on n'a pas la baguette magique à transformer un produit mauvais en bon produit. Mais le temps gagné à se dire je veux rentrer en contact avec quelqu'un, je trouve le bon interlocuteur, on pousse un peu, quelqu'un pousse un peu pour m'avoir un rendez-vous. Rien que ça. C'est vrai que vous n'avez pas à voir. C'est le deuxième aspect. Après la superficialité, il y a l'aspect mercantile. Je vais un peu monétiser mon carnet d'adresses. C'est pas beau. En fait, ça, c'est la différence entre Facebook et nous. Voilà. Nous, on monétise des membres qui sont des membres professionnels, oui. Mais on ne vend pas leurs coordonnées, jamais. Oui, mais pas vous. C'est pas ce que je voulais dire vous, mais je voulais dire les membres. Vont entrer dans un mécanisme qui leur est proposé, grâce à vous, qui revient à valoriser son carnet d'adresse. Je suis intéressant pour quelqu'un qui me connaît parce que je peux l'introduire vers quelqu'un d'autre. Avant, il ne le savait pas forcément, il m'aimait pour moi-même. Maintenant, il va m'aimer pour mes contacts et mon potentiel de bras de levier pour son propre business. Est-ce que ça dénature pas les relations entre des gens de bonne fréquentation auparavant? Alors, est-ce qu'il vous aimait vraiment pour vous-même? C'est ça la question. Non, je pense qu'il ne disait pas forcément, mais je ne suis pas complètement convaincu par cette affirmation. Mais prenons l'hypothèse. Oui, c'est sûr que le fait de se mettre en contact avec quelqu'un, là aussi c'est une information c'est un acte qui est un peu plus impliquant. Parce que de fait, la règle non écrite, mais tout ce que je dis est paramétrable, on peut ouvrir et fermer, mais
la bonne pratique, la courtoisie veut que si nous sommes en contact sur Viadeo, je vais vous donner accès à mes contacts et vous allez me donner accès à vos contacts. Alors, encore une fois, l'un ou l'autre peut à tout moment fermer. Oui, oui. Donc on est dans une relation où elle peut être déséquilibrée, mais ça veut dire qu'il y en a un qui ne joue pas complètement le jeu. Mais du coup, effectivement, c'est un vrai acte. Je fais une demande qui doit être acceptée, et après, on est en relation. Alors, l'un des deux peut couper le lien à tout moment, hein. C'est plus facile qu'un divorce, ça coûte moins cher. Mais on a Je sais pas ça, parce que les consécutifs indirects là, peuvent être assez saignants. Hein. C'est sûr. Mais voilà, on est en relation. Donc oui, il faut du coup choisir un peu avec qui on est en contact. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je ne vous conseille pas forcément une espèce de course à un nombre de contacts absolument gigantesque, parce que quelque part, vous finissez par faire peur. Moi, les personnes qui me demandent des contacts et qui ont 5000 contacts, j'ai surtout pas envie que dans ces 5000, il y a forcément des concurrents, même des personnes qui ne sont pas... On n'a pas inventé la baguette magique à rendre les gens moins bêtes. Hein. Dans la presse, c'est la loi des grands nombres. Du coup, c'est-à-dire que j'expose mon réseau à d'autres personnes qui ne sont pas forcément... Bon, voilà, j'ai pas forcément intérêt à le faire. Donc oui, il faut décider, mais ça se gère. Je pense que c'est comme tout, ça se gère. Et ça, c'est un phénomène qui va s'affiner parce que les comportements des gens face aux évolutions des réseaux de l'autre et les motifs qui font qu'on change ou qu'on ne change pas, tout ça, ça va considérablement évoluer parce que il y a la maturité des utilisateurs qui est en train de s'affirmer, probablement. Bien sûr, voilà. On le disait tout à l'heure, c'est encore jeune. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Aujourd'hui, quand je vous parle des usages de nos membres, ça paraît évident, voilà les trois choses qu'ils font. Je peux dire que c'est loin de l'être. Il a fallu observer leur comportement, regarder ce qui marchait moins bien. Il y a certainement, comme toujours, à se rendre compte. Oui, il y a des comportements déviants, probablement aussi. Alors, je dirais pas déviants, je dirais qu'il y a des comportements d'avance. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont tout compris. Oui. Et qui, elles, du coup, en font une utilisation ultra optimisée, à tel point que nous, on se dit, ceux-là, ils payent pas assez. Mais je vous dis les choses très clairement. Mais quand je dis déviant, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas un côté négatif ou péjoratif, c'est un usage qui n'est pas prévu pour. C'était pas fait pour ça, mais ils ont trouvé une... Ça, c'est super. Moi, j'ai un exemple, j'utilise une grosse pipette qui sert à faire la cuisine aux États-Unis, qui sert à ventiler de la crème sur des gâteaux, ce que je ne fais jamais. J'ai juste acheté ça pour dépoussiérer mon capteur d'appareil photo, parce que ça souffle plus fort que les pipettes des autres trucs. Bon. Donc je me sers de ce truc-là. Bon, donc voilà, c'était pas prévu pour du tout. Je suis sûr que s'il avait su que j'allais en faire ça, il me l'aurait vendu 5 fois de prix. Hein. Voilà. Ça c'est la force de ces plateformes qu'on essaie d'avoir ouvertes, qu'on essaie d'avoir quand même assez généraliste. L'usage futur, il est probablement dans ces usages particuliers. Après, notre sujet, nous, c'est d'arriver à ce que derrière ces utilisateurs ultra early adopters qui ont tout compris et qui utilisent à fond, et tant mieux, hein, quelque part. Le site, il y a tous les autres sur lesquels on est encore dans une phase de pédagogie. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'actions sur le terrain, ça fait partie de notre positionnement par rapport à notre concurrent. On croit vraiment au business local, on croit vraiment à ce que la réalité d'un marché, c'est être au contact des cadres en région, mais pas que à Paris. On va sur des salons, on fait de la pédagogie, on fait des guides, on essaie de montrer les usages, on essaie de transformer le site pour qu'il soit plus intuitif, pour aussi guider nos membres vers les usages, pour qu'ils se rendent compte des bénéfices apportés par un réseau social publicitaire. Alors, le dernier aspect auquel j'ai pensé, c'est l'aspect fiabilité. Parce qu'on est dans le déclaratif. C'est vrai que quand on est dans l'univers personnel, on a sa famille, ses amis, etc. qui vont, si je commence à dire que j'ai fait Polytechnique Léna la même journée, ils vont se dire tiens, on n'avait pas souvenir, ça nous paraît étonnant. C'est pareil dans le monde professionnel. Oui. Vos collègues... moi j'ai quand même un certain nombre d'expériences avec des anciens collaborateurs, dont je suis assez surpris de la manière dont ils présentent leur expérience chez nous. Donc là j'ai un beau point de repère. Dites-vous que c'est pire dans leur CV. Je pense pas que ça puisse être tellement pire. Parce que le CV il est caché, il y a que personne ne le voit sauf soi et le recruteur potentiel. Oui. Alors que le profil il est exposé à tout le monde. C'est ce qui m'a étonné, c'est que j'ai trouvé des écarts tellement importants entre ce qui est dit et la réalité que je suis étonné. J'ai des gens qui n'ont toujours pas dit qu'ils étaient partis de chez nous. Ils sont partis depuis 2 ans. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils attendent d'avoir, je sais pas, une période d'essai de 3 ans? J'en sais rien, qu'est-ce qui leur est arrivé? Donc ça c'est un des points importants, parce que c'est un peu comme quand on
on lit la presse sur un sujet qui nous concerne, on s'aperçoit qu'il y a des écarts, que le journaliste s'est trompé, a mal compris, s'est trompé d'un zéro, etc. Et on se dit, bah, si c'est ça la presse, on a tendance après à généraliser à l'ensemble ce qui est un cas particulier. Comment est-ce que vous encouragez les membres à être le plus proche possible de la vérité? Alors, je vous le dis, d'une part, c'est plus public qu'un CV. Donc ça veut dire que, encore une fois, vous avez vos contacts proches qui vont dire à un moment ça. Comment est-ce qu'ils peuvent réagir, les proches? Ils peuvent couper le lien, et finalement vous vous retrouvez dans une situation où vous allez vous enquister dans le réseau parce que manifestement ce que vous dites est faux. Imaginons, moi je trouve des profils de mes anciens collaborateurs, ils disent des choses qui ne sont pas vraies, ils n'ont pas du tout doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise à telle date, etc. On peut imaginer que du je peux intervenir en disant c'est pas vrai, c'est un menteur. Alors, non, ça c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas commenter sur un profil. Exactement. Mais par contre, on peut penser que du coup, vous n'allez pas forcément accepter qu'ils soient en contact avec vous. Et du coup... Mais il n'est pas en contact avec moi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, les autres personnes, les autres salariés actuels vont peut-être se dire, oh là là, mais non, c'est pas vrai, ils vont couper les liens. Et du coup, on va se dire, cette personne qui a magnifiquement réussi dans cette société, comment ça se fait qu'elle n'a aucun contact qui sont restés dans cette société? C'est-à-dire soit ça s'est mal passé, soit il y a une partie d'exagération. Donc vous voyez, ça va être assez facilement détectable finalement par rapport à... Donc il va y avoir la maturité chez les autres, enfin chez l'utilisateur, qui sache quels sont les codes, en disant voilà, si quelqu'un a très peu de contact avec l'entreprise dont il dit qu'il a fait le succès, voilà, il y a un autre... faut tempérer un peu ces réussites. C'est exactement ça. C'est le qui tu connais et devient prendre l'importance par rapport à qui tu es. Ouais. Alors, l'avenir de ces réseaux sociaux, comment vous voyez les choses? Est-ce que ça va être vraiment des big brothers qui vont rentrer dans nos vies quotidiennes, qui vont façonner nos avenirs? Est-ce qu'on se protège de ça? Comment vous voyez ça? Alors, sans être... je vais vous donner une image, vous avez vu que récemment Facebook a dépassé Google. Ouais. Finalement, on est passé... Votre page par défaut pendant longtemps, ça devait être Google. Aujourd'hui, ça devient peut-être Facebook. En tout cas, il y a un paquet de monde pour qui ça devient Facebook. Ouais. Donc, si je transpose au monde professionnel, ce qui vous a mis en premier en arrivant à votre bureau le matin sur votre ordinateur, c'était Outlook. J'espère que dans 2, 3, 5, 10 ans, ce que vous allez me en premier, ça sera Viadeo ou ce que sera devenu Viadeo, c'est-à-dire c'est votre dimension sociale professionnelle. Après, le futur, c'est aussi de se dire que la valeur ajoutée proposée par Viadeo, elle n'est pas forcément vouée à rester sur Viadeo. Elle peut aussi être rajoutée à différents endroits. Notre ambition, c'est de devenir le business partner du cadre, du professionnel en général. C'est de lui apporter cette couche sociale sur tous les actes de sa vie professionnelle. Ça veut dire qu'on peut très bien déporter le Viadeo sur un logiciel de CRM, on peut très bien le déporter sur un logiciel financier, sur un module d'un outil de recherche. Voilà, c'est de venir se rajouter aux différents endroits, mais alors visible dans certains cas, peut-être moins visible dans certains cas en fonction des deals qu'on pourra avoir d'ailleurs, mais que l'information sociale soit vraiment ajoutée à chaque endroit où le professionnel a besoin d'aller chercher de l'information. Donc c'est quelque chose qui va devenir un mode général de fonctionnement. Alors, est-ce qu'on aura des réseaux sociaux auxquels on appartiendra? C'est déjà un peu le cas, on est sur Facebook, sur Viadeo, est-ce qu'on est plus ou moins? Parce qu'en fait, on voit bien que ce qui fait la valeur d'un réseau, c'est son nombre, la masse critique, c'est que un réseau de 5 personnes, c'est pas un réseau, et mais aussi c'est l'activité qu'on peut avoir dessus. C'est que je crois que ce que vous venez de dire, entre le dépassement de Google par Facebook, ça montre que la fiche est active en permanence ou quasiment, et ça veut dire aussi donc que la fiabilité de l'information est bonne, et fraîche, etc. C'est ce qui fait toute la qualité d'une information, qu'elle soit précise et récente et fiable, quoi. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait que donc en imbriquant Viadeo dans l'activité professionnelle à la fois de l'entreprise et à la fois du collaborateur de l'entreprise, que vous allez gagner cette fraîcheur et cette fiabilité? Oui, je pense que clairement, aujourd'hui, on est encore très dans ce qui est mis sur Facebook résulte d'une action volontaire du membre
Oui. C'est aussi encore un peu le cas sur Vidéo, où je mets à jour un statut. Mais il y a aussi tout le reste, c'est je fais une action et on peut générer une news. C'est-à-dire finalement, quand on le fait déjà sur Vidéo, vous vous inscrivez à un groupe de réflexion, à un hub, dans notre jargon, un hub sur l'export en Asie du Sud-Est. Alors on peut générer une mini-news sur le tableau de bord de vos contacts qui dit Monsieur Intel s'est inscrit au hub exporté en Asie du Sud-Est. Donc là, cette information, en fait, je l'ai partagée à mes contacts sans avoir à la saisir. C'est-à-dire que mes actions sur le réseau, si je le décide, vont générer des mini-news. Mais c'est intéressant parce que si dans mes contacts, j'ai quelqu'un qui est un spécialiste de l'Asie du Sud-Est, quand il va voir dans son tableau de bord que je me suis inscrit sur ce hub, il va peut-être réagir. Il va peut-être du coup lui dire, bah tiens, tu sais que je suis un spécialiste du sujet, tu sais que j'ai travaillé chez Intel, tu sais que je connais telle société qui pourrait être utile, je te conseille d'aller voir là, il va s'inscrire du même mode. Voilà, des choses peuvent démarrer. Donc je pense que d'une part, on va augmenter l'interactivité, l'interconnexion avec différentes plateformes qui fait qu'on va donner du feed dans le réseau et ça va du coup être un acte naturel. Aujourd'hui, si je tweete là en ce moment, j'ai synchronisé mon compte Twitter avec mon compte Vidéo, donc je peux tweeter depuis mon téléphone et en fait passer une information sur mon profil Vidéo. Donc ça veut dire que chaque acte de la vie professionnelle peut, si le membre décide de connecter les comptes, c'est après chacun décidera en fonction de ses objectifs, mais peut du coup alimenter mon feed professionnel de où je suis, ce que je suis en train de faire, les projets sur lesquels je travaille. Donc vous voyez, je pense que du coup ça va régler une partie du problème, de dire on va pouvoir y passer un temps incroyable. Dans cette relation client pour Vidéo, comment est-ce que vous jugerez c'est quoi l'enjeu en termes de relation client entre vous et vos membres? Est-ce que c'est d'avoir de plus en plus de clients? Est-ce que c'est d'apporter d'autres services aux clients? Comment vous le formuleriez? Oui, c'est effectivement d'avoir de plus en plus de clients, c'est de transformer de plus en plus de personnes, de membres de ce statut gratuit à ce statut payant, mais c'est aussi d'aller segmenter l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un réseau qui a une vocation généraliste, mais on a une offre qui est aussi généraliste. Et quelque part, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur le fait que ce qu'on offre aux commerciaux, on pourra offrir des choses différentes aux commerciaux, qu'aux directeurs juridiques, qu'aux responsables ressources humaines. Alors on a commencé par des grandes catégories de métiers. Je parlais des ressources humaines tout à l'heure parce que ça a été les premiers en fait. Ils ont été les premiers à se rendre compte que finalement sur ces réseaux on trouvait des talents qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc ils nous ont appelés, ils ont dit mais attendez, moi c'est génial, je trouve des gens, mais aidez-moi, comment je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Et du coup en adaptant le site à leur demande métier, ils ont plongé plus vite que les autres. Le travail, il est à faire pour les commerciaux, les autres familles professionnelles en disant mais quel est ton besoin, comment je peux modifier le site, rajouter des fonctionnalités, te rajouter des critères de filtre, de tri, de contact particuliers à ta profession pour du coup tu utilises plus. Donc segmenter d'un côté, ouvrir la plateforme, c'est vraiment notre stratégie, c'est-à-dire aller parler avec tous les endroits qu'utilise un cadre aujourd'hui dans sa vie professionnelle pour lui y rajouter la couche sociale. Voilà un peu nos axes. Est-ce que, là vous parlez de votre modèle freemium en quelque sorte, qui est une tendance assez lourde qu'on voit dans pas mal de domaines de l'Internet, est-ce que c'est pas un peu c'est pas une voie à rechercher du côté de ce que fait Apple avec des achats de petites applications? Donc vous, plutôt que de dire voilà, soit je suis gratuit et j'ai un espèce d'usage bridé, ou alors je paye, etc., ce qui n'est pas le modèle de Facebook, est-ce qu'on pourrait imaginer un Vidéo qui serait en fait un Vidéo avec l'ensemble des potentialités, mais avec des fonctions particulières où je paierais 1 euro par-ci, 1,5 € par-là, etc., avec un compte qui se débite automatiquement d'une manière sur mon compte bancaire, comme ça se passe sur iTunes, et donc ce qui fait que de manière un peu insensible, indolore, je finis par consommer beaucoup, et voilà. Ça, on y croit beaucoup. Je pense que tout le sujet, c'est d'arriver à avoir cette masse critique qui fait que les éditeurs professionnels, c'est-à-dire pour les jeux, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les éditeurs de jeux vidéo ont compris que ça ne servait à rien d'aller développer des produits, d'aller acheter de la pub sur les grands réseaux de télévision nationaux et de mettre des boutines dans les magasins. C'était beaucoup plus efficace de mettre le jeu sur Facebook, de vendre des jeux comme Zynga, ça représente des millions d'euros. Donc tout le monde a compris que Facebook avait de l'intérêt pour la cible B2C. Pour la cible B2B, on est encore un peu derrière, mais on est en train, c'est notre job d'aujourd'hui d'aller convaincre les différents éditeurs, tout le monde, l'écosystème qui travaille dans l'application B2B, de dire
Ils sont chez nous. Donc, la problématique du paiement pour vous, c'est un sujet ou pas c'est un sujet, mais c'est pas un problème. Je pense que c'est aujourd'hui, un de nos, justement une voie de développement importante. On est plutôt en train de se dire de comment je convainc les éditeurs. Je parle des éditeurs parce que c'est peut-être les premiers concernés, mais demain les opérateurs, demain tous les interlocuteurs qui ont une cible B2B, de venir chercher chez moi leurs utilisateurs et de venir leur proposer des usages dédiés ou intégrés, embedded à Viadeo. Et là, pour le coup, derrière, le modèle, effectivement, micro-paiement, code-part de l'éditeur et chacun développe son business, il est complètement prêt à l'emploi. C'est génial ça. Et donc, votre réussite, ça va se mesurer comment? Quand est-ce que vous considérez que c'est une réussite? Alors, on n'a jamais fini, vous avez dit. Oui, ça c'est par rapport à votre objectif d'aujourd'hui à 3 ans. Mais ça va tellement vite, on a l'impression que dans 3 ans, ça ne ressemblera pas du tout à ce qui se passe aujourd'hui. C'est compliqué parce que pour le coup, 3 ans dans notre secteur, c'est très loin. Quoi. Je veux dire, moi j'ai un site qui m'a demandé de projeter mon métier à 20 ans, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis bien amusé. Regardez Twitter, regardez Foursquare, la géolocalisation qui apparaît, regardez l'envolée des applications mobiles, enfin l'iPhone. La réalité augmentée. La réalité augmentée, il y a plein de sujets. Là, dans notre métier, on commence à penser à l'humanité augmentée. C'est-à-dire finalement, je suis moi, mais si je peux y rajouter toutes les informations sociales qui me concernent, j'ai augmenté la connaissance que je peux avoir demain. Donc c'est compliqué de se projeter. En tout cas, je vous dis, notre mission, c'est ça, c'est le business partner. Donc voilà, on rencontre du monde, on rencontre des personnes qui opèrent dans cette sphère professionnelle, et on les convainc. Alors on n'a pas trop de mal à les convaincre. Après, eux aussi, ils sont pris dans leur logique de business, et ils commencent à se dire, mais est-ce que c'est un nouveau réseau de distribution? Est-ce qu'il faut que je fasse une expérimentation? Enfin, voilà, ça bouge beaucoup de choses. Oui, donc ça va prendre... Et en matière de sens, est-ce que vous avez l'impression d'apporter plus aux individus, plus aux entreprises, aux deux? Est-ce que vous bonifiez le monde des affaires? J'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a apporté d'abord aux individus avant d'apporter aux entreprises. C'est un peu on se rend compte que les entreprises, elles sont un peu en train de se dire comment je m'approprie cet usage social network. C'est pas facile, c'est-à-dire que c'est parti. Oui, je vous raconte une anecdote. Quand j'étais dans le milieu pur RH, la première chose que je faisais quand je faisais des démonstrations d'une CVTech chez quel job, les DRH ils me demandaient taper le nom de ma boîte pour savoir qui de chez moi a mis son CV chez vous. Ça les intriguait. Aujourd'hui, je me sers de cet argument pour aller dire aux responsables DG, responsables marketing communication d'entreprise, je leur dis, mais voilà, vous savez combien vous avez de salariés de votre entreprise qui sont chez nous? Et ils sont étonnés parce qu'ils disent, mais j'ai jamais donné de mot d'ordre. Et pour autant, ces salariés, ils y sont. Ils ne sont pas déloyaux, ils y sont parce qu'ils portent le drapeau de leur entreprise et qu'ils essaient d'améliorer leur pratique professionnelle, chacun à leur place dans leurs différentes fonctions, en étant sur le réseau. Du coup, ça fait pas mal réfléchir en se disant, mais voilà, moi entreprise, comment j'appréhende tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Je ne peux pas dire je l'interdis ou je le subventionne, il faut que je trouve une autre façon de gérer ça, de gérer cette présence sur les réseaux pour y mettre de l'efficacité dans l'entreprise, d'améliorer ma gestion de projet. Vous voyez, c'est assez intéressant ce que fait, je refais un peu plus, un éditeur comme Salesforce, où ils ont intégré dans leur outil justement ça s'appelle Chatter, c'est un mode de Facebook mais en équipe projet qui peut intégrer du feed venant de réseaux extérieurs et qui en fait va utiliser cette mécanique de relation, de simplicité de contact adaptée à un usage professionnel. Donc c'est assez malin de se dire comment je me réapproprie une innovation externe plutôt grand public avec un usage professionnel. Mais c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une redéfinition du concept d'entreprise avec, vous dites vous-même, on a démarré sur le mode de gérer un univers professionnel, un espace professionnel de 30 millions de membres, ce qui est considérable, par l'individu.
et que cet individu il échange avec d'autres individus qui sont pas du tout forcément, et même plutôt en dehors de l'entreprise, peut-être de manière plus dense que des échanges qu'ils peuvent avoir au sein même d'une entreprise, dès lors qu'elle est un peu grande par exemple. C'est pas forcément exclusif, mais c'est... Et donc on peut s'imaginer qu'en réalité, les liens peuvent être plus denses, plus fréquents, plus intenses, plus intéressants, plus riches entre des personnes qui ne sont pas de la même entreprise, y compris dans l'univers professionnel. Et dès lors, qu'est-ce qu'on pourra penser de cette enveloppe un peu virtuelle désormais de ce qu'on appelle l'entreprise? D'une part, je pense qu'on commence à avoir des expérimentations intéressantes chez nous où on va dire, tiens, je vais réserver un groupe privé, fermé pour le coup, à mes salariés pour qu'ils puissent échanger entre eux. Donc ils sont sur les vidéos, mais finalement là ils savent que quand ils parlent à cet endroit-là, ils parlent que à des collègues et ils retrouvent du coup la fluidité, l'efficacité d'un réseau, mais en mode intranet finalement. Mais ils ne sont pas contraints dans l'intranet à se dire je peux pas sortir. C'est-à-dire qu'ils savent juste que quand ils vont parler là, c'est comme s'ils étaient à la machine à café, quand ils parlent là, ils sont ouverts à tout le monde. Donc ça c'est... Ça fait un peu raccrochage aux branches ça. On a l'impression que ça c'est presque de la récupération. L'impression que ça peut donner, moi je pense que c'est que l'entreprise, ce que ça révèle, c'est que les individus ont des aspirations auxquelles les entreprises ne répondent pas forcément. Moi je suis pas sûr, je pense au contraire, elles y répondent en disant, mais voilà, dans cet endroit-là... Ah oui, quand elles font ça, mais c'est une réaction à un phénomène que je trouve plus général, qui fait que l'individu devient un peu égocentrique à nouveau en disant je vais créer ma sphère, je vais faire ma vie professionnelle, mon activité en m'affranchissant de la frontière un peu virtuelle de l'entreprise. Je ne sais pas si s'affranchit, en tout cas il devient son petit centre de profit, c'est mi-compagnie. Comme si c'était une multiplication d'auto-entrepreneurs. Mais je suis pas sûr que ce soit contre-productif et lorsque ce soit pas ce que recherche une entreprise, c'est que finalement si on dit j'ai une guerre des talents, j'ai besoin de faire fonctionner toutes ces petites entités qui sont autonomes. Alors il y a des entreprises, à mon avis très peu, qui voient les choses comme ça. La plupart se posent la problématique en disant comment je préserve la confidentialité de mes données, mes savoir-faire, etc. Comment je verrouille les accès de l'extérieur, les risques de piratage, etc. Donc il y a toute cette idée de protéger, de verrouiller, de sécuriser. Et puis parallèlement, il y a des collaborateurs qui, que ce soit sur le lieu de travail ou depuis chez eux, tout d'un coup, eux, y compris dans leur sphère professionnelle déportée à leur domicile, vont se mettre à échanger dans tous les sens, y compris peut-être des informations que l'entreprise d'elle-même aurait préféré conserver. Oui, alors après, on retourne au sujet pédagogie, éducation, c'est que je pense que justement le rôle d'entreprise, c'est pas de dire j'arrête, c'est interdit, c'est pas de dire voilà ce qu'il faut que tu dises, c'est justement de mettre en place, c'est d'accélérer cette pédagogie, voilà ce qu'on peut dire, attention quand tu parles c'est en ton nom, ça n'implique pas forcément l'entreprise, voilà des conseils, des guidance que je peux distribuer. Est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde? Est-ce que là c'est quasiment perdu d'avance? Est-ce qu'on peut pas... Le combat interdire Facebook dans l'entreprise par exemple, ça c'est un combat perdu d'avance. Moi je pense que c'est ridicule. C'est sûr que c'est fini. Alors après, si je vous donne une réaction, c'est que les DSI, parce que moi c'est des sujets auxquels on parle souvent, ils disent c'est 30% de ma bande passante. J'ai un DSI que je ne vais pas nommer, mais il me disait c'est 30% de ma bande passante, et le jour où donc je l'ai coupé, quand je le rouvre, sans dire à personne, il faut 10 minutes avant qu'il y ait du trafic Facebook qui passe. C'est-à-dire que... Les gens les testent. Alors ils ne peuvent pas tester sans arrêt, mais ça veut dire que c'est devenu tellement un réflexe que je pense qu'effectivement c'est toujours ouvert. Ils y vont, ah bah ça marche pas, c'est bloqué. Je restais dans moi j'ai vu un autre DSI responsable de la sécurité d'une banque qui me dit on a tout verrouillé, bien sûr, sécurisé, et en fait il dit depuis que la direction générale, l'ensemble des membres de la direction générale ont demandé à avoir des BlackBerry, il y a des failles dedans, de toute façon ma protection elle n'est plus qu'illusoire, n'importe qui un peu malin rentre dedans. Donc il dit on a mis par terre toute la politique de sécurisation de la banque parce qu'on ne peut pas empêcher, y compris les cadres dirigeants qui sont quand même supposés être garants de cette sécurité, d'ouvrir des failles. Parce que c'est plus fort que la sécurité et le compartiment, etc. Le besoin d'échanger maintenant est devenu plus fort. Je pense que c'est sûr qu'à mon avis, le fait d'interdire, c'est un combat d'arrière. Je pense que la réflexion d'éduquer, de se dire comment je transforme tous ces petits auto-entrepreneurs en une armée qui porte le drapeau de mon entreprise et qui va aller dans la même direction et qui va aller m'aider à aller plus vite, à aller ouvrir de nouveaux chantiers. Ça, je pense que
c'est une réflexion plus maligne. Oui, mais ça c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Parce que la clé, elle n'est pas donnée aujourd'hui. Ce que je trouve rigolo, c'est que pour une fois, c'est l'ensemble des salariés qui sont devant en innovation et les directions qui courent derrière, alors que pendant longtemps on a fait du change management, on disait mais ils veulent rien changer, il faut leur montrer que c'est important de changer, là c'est ils changent et l'entreprise court derrière. Et bah oui, parce qu'en fait le temps d'installer des nouvelles versions, de les protéger, de les tester, etc., l'entreprise, je pense que l'écart se creuse entre la modernité d'usage des collaborateurs et celle de l'entreprise qui n'arrive pas à suivre. Et alors c'est encore plus le cas sur ces digital natives qui quand ils arrivent, on a eu le cas, quelqu'un qui dit non mais attendez, c'est ça l'ordinateur, je vais venir avec le mien. Ouais. C'est-à-dire que l'entreprise, qui était l'endroit de l'innovation, le CICOB, enfin voilà, sans remonter au grec, aujourd'hui c'est l'entreprise qui est démodée et les digital natives viennent avec leur Mac, ils stockent leurs fichiers sur SlideShare, il faut leur donner un accès Internet, le reste ils n'en ont pas besoin, ils ne veulent pas en avoir, tous vos trucs un peu démodés, un peu pourris, ça ne les intéresse pas. Les choses, et tout ce qui est du COBOL et du Fortran, là je crois qu'il vaut mieux oublier. Bien, écoutez, merci beaucoup de cette transparence, de ces idées novatrices qui vont fonder notre activité de demain. Merci à vous. Merci.